Votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Provoquez la chance au Casino Barrière de Montreux. 365 jours par an. casinomontreux.ch. C'est quoi votre truc ? Je vous parle d'une exposition de la case au pixel au musée suisse du jeu qui offre une immersion dans l'évolution des jeux à travers les siècles. Elle retrace 5000 ans d'histoire ludique depuis les jeux de règles anciens jusqu'aux jeux vidéo contemporains. Cette exposition interactive propose plus de 150 jeux historiques, 25 jeux vidéo et 35 expériences jouables, offrant ainsi une perspective unique sur l'évolution des jeux et de leurs mécanismes. La scénographie ingénieuse invite les visiteurs à explorer différentes salles thématiques mettant en lumière la continuité entre les pratiques des jeux traditionnels et le jeu numérique. Une salle secrète même propose des jeux classiques pour conclure la visite en beauté. Et pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin sur le plateau Selim Krishan, qui est initiateur de cette exposition et directeur du musée du jeu. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous. J'ai pas dit de bêtises parce que j'ai encore pas visité l'exposition. Alors, je me suis basé sur ce que j'avais pu lire, notamment sur vos communiqués de presse. C'était une description très fidèle, de l'exposition. Très bien. Merci en tous les cas d'être avec nous ce matin. Le musée du jeu qui existe depuis de nombreuses années et qui a fait un petit peu peau neuve, on peut le dire, depuis votre arrivée il y a à peu près un an, c'est ça ? Oui, exactement. Le musée a été fondé en 1987, donc il va bientôt fêter ses 40 ans, effectivement. Ouais. Puis là, il y a eu un changement d'équipe en 2023, une nouvelle équipe, et une volonté de dynamiser, de moderniser ce musée. Ouais. Le jeu, c'est toujours tendance, on continue d'aimer le jeu, ça a toujours été omniprésent dans la vie de monsieur, madame, tout le monde. Alors le jeu, c'est une pratique millénaire, c'est assez fantastique parce qu'il a accompagné l'humanité depuis toujours. À partir du moment où on trouve des traces archéologiques d'une civilisation, on trouve des traces de jeux et de jeux de règles. Aujourd'hui, on dit souvent qu'on vit dans une société du jeu pour différentes raisons, parce que le jeu de société a le vent en poupe, le jeu vidéo aussi, évidemment, fait partie des pratiques culturelles ordinaires aujourd'hui pour une part importante de la population. Donc le jeu, oui, est tout à fait d'actualité. Ouais. Et il fallait se réinventer. Et se réinventer dans ce monde du jeu, le jeu qui s'invente finalement tous les jours. Il y a des nouveaux jeux qui s'inventent, qui se réalisent. Et puis, il fallait arriver dans cette ère qu'est le numérique aujourd'hui. Et vous avez fait un lien, finalement, un pont, si je puis dire, entre, je le disais en intro, le jeu traditionnel et le jeu de maintenant, finalement. Ouais, exactement. C'est l'objectif de l'exposition, montrer tous les ponts, toutes les connexions qui existent entre les jeux anciens, la longue histoire du jeu, et les jeux contemporains, particulièrement les jeux vidéo. Donc l'exposition se construit autour de familles d'actions de jeux thématiques dans chacune des salles. La salle construire, la salle viser, la salle anticiper. Et pour chacune de ces actions de jeu, on va reconstruire une sorte de généalogie historique comme ça, qui montre des liens entre des jeux très anciens et des jeux d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Finalement, le jeu numérique, on joue plus tout seul, c'est ça ? Le jeu, on va dire, traditionnel est plus un jeu où on partage avec d'autres. Qu'est-ce qui a changé ? Quel rapport vous faites par rapport à ce que vous avez pu constater ? Alors on a effectivement souvent, on a tout un tas d'images, d'images sociales par rapport aux jeux vidéo. On a cette image notamment du jeu solitaire, on jouerait tout seul devant son ordinateur. Et en fait, quand on analyse les pratiques du jeu vidéo, on se rend compte que le jeu collectif, il occupe une place très importante dans les pratiques du jeu, surtout chez les jeunes en fait. On joue seul aux jeux vidéo, plus on vieillit. Mais les jeunes jouent en groupe. Donc le jeu vidéo, c'est aussi des régimes de sociabilité, c'est aussi du partage. Et donc là, l'objectif, c'est plutôt de montrer justement tous ces liens et ces continuités qui existent entre les jeux historiques et les jeux aujourd'hui. Alors quels sont les enjeux principaux, si je puis dire, de cette exposition qui se tient jusqu'en janvier l'année prochaine, Exactement, oui. Ouais, alors l'objectif, c'est de montrer ces liens qui existent entre les jeux anciens et les jeux d'aujourd'hui. Un autre objectif qui était important pour nous, c'était de proposer une expérience ludique, interactive. Moi, je suis persuadé que pour comprendre le jeu, il faut jouer. Le jeu, c'est une expérience. C'est un peu immersif. C'est un peu... Voilà, immersif et interactif. Donc, vous l'avez dit, il y a à peu près 35 postes de jeux dans l'exposition. Alors, pas exclusivement du jeu vidéo, des jeux d'adresse, des jeux de construction et du jeu vidéo. Et donc, les visiteurs sont invités tout au long du parcours à jouer. D'accord. Alors, comment ça se passe quand on vient au musée du jeu ? Il y a quelqu'un qui nous guide ou alors on est un petit peu... excusez-moi du terme, lâché comme ça dans la nature pour aller découvrir par soi-même finalement ce que vous présentez. Comment ça se passe quand on vient au musée du jeu à la Tour de Paix ?
Alors vous êtes accueillis d'abord par une équipe d'accueil, tout à fait, qui vous accueille au musée. On vous explique le fonctionnement du musée, on vous présente l'exposition. On a aussi une exposition permanente au 2e étage qu'on va intégralement refaire cet été. On vous donne potentiellement du matériel, donc on a un livret famille par exemple pour les familles, pour accompagner la découverte de l'exposition. On a un petit jeu de piste dans l'exposition, donc pour les enfants, on leur donne des lampes de poche UV, parce qu'ils vont partir à la recherche de numéros cachés dans l'exposition. Et puis ensuite, on vous invite à découvrir l'exposition. Et alors, il y a des textes qui vous aident à naviguer et à découvrir cette histoire du jeu, des textes en 3 langues, tout au long du parcours. Et si vous voulez un accompagnement plus poussé, c'est aussi possible de demander une visite guidée ou une animation. Très bien, donc c'est ouvert évidemment à tout le monde. On peut venir très petit, on peut venir en famille. Quels sont les conseils de monsieur le directeur ? Alors on peut venir en famille. Nous, évidemment, on a beaucoup de familles qui viennent au musée, des parents avec leurs enfants, des grands-parents avec leurs enfants. Mais c'est une exposition qui est ouverte à tous et toutes. Si on revient un petit peu sur les jeux qui traversent les générations, les jeux historiques, quels sont les jeux qui restent, qui sont toujours là, qui ont traversé les générations? On peut penser aux échecs, par exemple, bien sûr. Ce genre de jeux. Ça reste, c'est toujours là et ça va rester encore? Alors, c'est toujours là, c'est des classiques, effectivement, ça va rester. Donc, dans l'exposition, on a une salle autour des échecs, justement, du jeu d'échecs, qui est un jeu qui a plus de 1500 ans, le roi des jeux. Fantastique, quand même. C'est génial. Il y a plein d'hypothèses sur l'histoire des échecs. On part du principe que le jeu part de l'Inde, autour du 5e siècle de notre ère. Et donc, effectivement, là, on peut découvrir plein de très belles pièces d'échecs, et puis des jeux contemporains, des jeux de société et des jeux vidéo qui s'inspirent encore aujourd'hui des mécaniques des échecs. Et le jeu qui est à la mode en ce moment, vous qui êtes le spécialiste, est-ce qu'il y en a un qui sort un petit peu du lot C'est difficile à dire, parce qu'il y a énormément de jeux et de pratiques du jeu. Donc dans les jeux vidéo, on voit les grands succès. Et le jeu de société aujourd'hui aussi a ses grands succès, ses best-sellers, ses prix. Alors un jeu qui a marqué, je dirais, les 10 dernières années de l'histoire du jeu vidéo, c'est Minecraft, ce jeu numérique de construction, une sorte de Lego numérique qui s'est vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, dont on parle aussi dans l'exposition. D'accord. Le jeu, c'est aussi ce que vous venez de nous expliquer, mais c'est aussi, quand on parle du jeu, pour un enfant, par exemple, le Lego, c'est un jeu aussi. Est-ce que ce genre de jeu-là fait partie aussi finalement de la vie du musée du jeu ? Oui, tout à fait. Alors, les jeux de construction, ils nous intéressent beaucoup. On en a dans nos collections. Et on a toute une salle qui est dédiée aux jeux de construction. Où on monte des pièces, des boîtes de jeux de construction qui prennent leur essor au 19e siècle, qu'on présente. Et puis ensuite, toute la diversité des jeux de construction au 20e siècle, jusqu'aux jeux numériques, dont Minecraft notamment. C'est important de jouer, hein ? C'est fondamental. C'est fondamental. Et ça, on a tendance des fois un petit peu à l'oublier. C'est important. Et c'est important d'aller faire un petit tour et d'aller découvrir ce musée suisse du jeu du côté de la Tour de Paix. On peut peut-être rappeler les horaires ? Alors, on est ouvert du mardi au dimanche de 11h à 17h30. Voilà, donc et toutes les infos également sur le site internet, évidemment. Merci beaucoup Selim Krishan d'être venu nous parler du jeu. On pourrait en parler pendant des heures, parce qu'on aime jouer aussi, ça tombe bien. Donc merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là pour ces prochains mois? Beaucoup de monde. C'est une exposition qui marche bien, hein? Oui, on a beaucoup de monde au musée, on est vraiment très contents, donc pourvu que ça continue. Voilà, si vous avez envie de passer un bon moment ludique, un moment de jeu, un moment sympathique, en famille, entre amis. Vous recevez également, j'imagine, les écoles aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà, c'est l'occasion pour vous de passer et de découvrir ce musée suisse du jeu. Ah ouais. Donc j'ai une attache pour nos voisins romains. On appelle ça l'escroquerie, c'est mon métier. Je suis en bonne compagnie avec ça. Énorme. Je suis Comore, vendeur de drogue. Il y a Philippe Morax qui arrive dans votre grève. C'est ce... Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7h. L'invité du matin. Le Valais se positionne en tête de file dans la gestion de l'eau en Suisse avec la nomination dernièrement de Laurent Orvar en tant que premier délégué aux questions relatives de l'eau. Entré en fonction le 1er avril dernier, mon invité aura pour mission de coordonner les actions liées à la gestion de l'eau en collaboration avec les communes valaisannes qui conservent leur autonomie en la matière. La nomination de ce délégué marque une avancée significative dans un contexte
contexte où les enjeux liés à la gestion de l'eau sont cruciaux, surtout dans un environnement où les pénuries sont de plus en plus fréquentes et les aléas météorologiques difficiles à prévoir. Mon invité aura pour tâche de gérer ces problématiques dès cet été en planifiant et en y anticipant les risques potentiels. Pour en parler beaucoup mieux que moi, je reçois ce matin donc sur le plateau Laurent Horvath. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Très, très content de vous recevoir sur le plateau, Laurent Horvath, pour parler de l'eau. L'eau, on l'a dit, c'est essentiel, mais ça peut être aussi une problématique. C'est quelque chose qu'il faut, en tous les cas, gérer, quelque chose qu'il faut soigner. Et c'est un petit peu tout ça que vous allez devoir faire en Valais avec cette Monsieur Eau, c'est ça? En Valais, c'est pas facile d'être Monsieur Eau avec le pays du vin. Vous allez mettre de l'eau dans le vin, qu'est-ce que vous allez faire? Certainement, en tout cas, il faut de l'eau pour faire du vin. Ça, c'est sûr. Et en fait, l'eau est invisible. Dans la maison, on tourne notre robinet, puis il y a de l'eau qui arrive, mais on ne s'aperçoit pas qu'il y a plein de métiers qui sont derrière. Donc, il y a des communes qui gèrent l'eau, il y a des services industriels, il y a des gens des fontainiers, et puis il y a tous ceux qui utilisent l'eau, donc l'agriculteur. Nous, quand on prend par exemple une douche ou bien quand on est à la maison, l'agriculteur, aussi pour le biotope, on en a besoin pour les rivières, pour produire de l'électricité, pour produire de l'énergie. Tout ça, c'est je dirais, l'eau touche pratiquement toutes les strates de l'économie. Et l'eau, il ne faut pas qu'on en manque, parce que s'il n'y a plus d'eau, eh bien, on ne pourra plus vivre, ça c'est important aussi. Et là, il y a quelques petits soucis, il y a un petit peu de pénurie, pénurie de l'eau qui se font ressentir, il faut donc en prendre soin. Vous avez une mission qui est compliquée, j'ai envie de dire que vous avez du pain sur la planche là. Ouais. Il faut ou aussi de l'eau dans le robinet, je sais pas. On a de la chance, on habite en Suisse. Oui. Donc si on prend par exemple du 1er janvier au 31 décembre, on a assez d'eau. On n'en manque pas. Par contre, on commence à avoir des pincements au cœur, notamment en été, où là on commence à avoir des pénuries. Et puis, en tout cas en Valais, c'est en hiver. Par exemple, si je prends un exemple, une station comme Verbier, on passe de 10 000 habitants à 60 000 habitants en l'espace d'un claquement de doigts. Donc il va falloir gérer tout ça. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent durant les week-ends, en hiver, et puis on manque un peu d'eau en été parce que les sources, elles diminuent, l'accès à l'eau diminue, et puis on en consomme plus. Donc là, c'est ces périodes qui sont un peu délicates, qui sont à gérer. Par contre, comme je dis, le reste de l'année, on en a assez. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand, justement, il y a ce genre de problématiques qui se présentent, comme vous venez de très bien l'expliquer? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire? Est-ce qu'on doit être un peu plus vigilant sur certaines choses? Est-ce qu'il est nécessaire d'avoir de l'eau potable dans les toilettes? Enfin, ce genre de choses. C'est ça que vous allez devoir faire. Quelle va être concrètement votre mission, monsieur Horvath? Non, c'est clair, on a toujours géré l'abondance jusqu'à aujourd'hui, donc c'est facile de gérer l'abondance, on s'en occupe pas, quoi. Par contre, quand on a dans des périodes un peu plus compliqué. Là maintenant, il faut le partager. Par exemple, si c'est ce matin, c'est 7h10, est-ce que je dois produire de l'électricité? Est-ce qu'il faut de l'eau pour les citoyens qui prennent leur douche parce qu'ils vont partir au travail? Ou est-ce qu'il faut que j'utilise l'eau pour d'autres utilisations? Donc c'est ça, c'est qu'il faut planifier durant la journée, il faut planifier durant la semaine qui va pouvoir utiliser l'eau, quand. Mais en fait, on revient au bon sens de nos parents, de nos grands-parents. Ils le faisaient parce qu'ils étaient dans cette situation. Puis nous, on a peut-être un peu oublié ces mécanismes. Quand on parle du Valais, quand on parle de l'eau, il y a aussi la gestion des barrages. On peut penser évidemment à la Grande Dixence. J'imagine que là aussi, vous devez aussi avoir un œil et une oreille attentive sur tout ce qui se passe autour de ce barrage, mais pas que celui-là, il y en a plein d'autres, évidemment. Ça aussi, parce que avec de l'eau, on fait de l'électricité aussi. Oui. Alors, les barrages, c'est intéressant parce que, en fait, c'est un peu comme l'électricité. Quand on produit l'électricité avec des énergies renouvelables, il faut le stocker. L'eau, c'est la même chose. Donc, les barrages, c'est quoi? C'est un stock d'eau. Et puis, ce stock d'eau peut être intéressant soit pour produire de l'énergie, mais si, par exemple, on a un incendie de forêt, ce qui est de plus en plus souvent, on peut aller chercher l'eau dans ces barrages de montagne pour aller éteindre des incendies, ou alors on peut utiliser à nouveau pour les citoyens, à nouveau pour l'agriculture. Donc, c'est une multi-utilisation de l'eau, pas uniquement pour produire de l'électricité, de l'énergie, mais aussi pour l'utilisation qui est quotidienne. Donc c'est une batterie, je dirais, électrique, mais de l'eau pour l'eau. Quand on parle de pénurie, on peut forcément penser aussi aux glaciers qui fondent comme neige au soleil, c'est le mot qu'on puisse dire. Effectivement, ça c'est une problématique peut-être qui est déjà actuelle, mais qui va poser un problème par la suite. Comment est-ce qu'on peut se préparer à ça? Quelles sont les choses que vous pouvez mettre en place et qu'est-ce qui est fait dans ce sens-là finalement pour pouvoir prévenir avant de guérir? Oui. Ou est-ce qu'on est déjà en train de guérir, essayer de guérir?
Alors, ce qui est très intéressant, c'est que on a eu des sécheresses. Au XXe siècle, on avait une sécheresse avec 25 ans. La dernière, c'était en 1975, où là, les agriculteurs se sont dit il va falloir qu'on mette de l'irrigation pour nos cultures. Ouais. Puis ensuite, on a attendu 2003, où là, ça a été un peu une alarme. Ensuite, 2011. Et là, en 2011, en tout cas en Valais, on s'est dit ça commence à coincer. Donc, il y a une stratégie qui a été faite, qui a été posée en 2013. Puis ensuite, on a maintenant, chaque 2 à 3 ans, on a eu 2015, on a eu 2018, 2020, 2022. Ça commence à devenir récurrent, ces étés qui sont très secs. Hein. Et maintenant, on a cette stratégie qui a été faite il y a 10 ans en arrière, mais qui était visionnaire. Puis maintenant, il va falloir la mettre en place, parce qu'on voit que chaque 2 à 3 étés, chaque 2 à 3 ans, on commence à avoir des problèmes. Alors justement, qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est mis concrètement en place? Qu'est-ce qu'on peut expliquer concrètement ce qui est fait? Alors, dans cette stratégie, il y avait 8 chapitres différents et puis une trentaine de mesures, 39 mesures. Ouais. Alors, ça touche autant la production d'énergie, ça touche l'eau potable, l'eau d'irrigation pour l'agriculteur, l'eau pour les dangers naturels, parce qu'on s'aperçoit que c'est soit qu'on a une sécheresse, soit qu'on a un énorme orage qui arrive, on appelle ça des orages centenaires. Centenaire, c'est chaque 100 ans, mais il y en a eu 4 l'année passée. Donc on s'aperçoit que c'est l'un ou l'autre. Donc on a des dégâts naturels, on a des protections à mettre en place. Donc c'est ce qu'on est en train de regarder maintenant dans les différents strates de l'économie pour se protéger. Et puis, on est environ maintenant à 75% de toutes les mesures qu'on a travaillé dessus. On arrive à 75% de réalisation. Par exemple, pour les communes, on a fait un répertoire de toutes les eaux potables, toutes les sources d'eau potable qui sont en vallée. Comme ça permet d'identifier si, par exemple, une commune a un problème quelque part, est-ce qu'elle pourrait être aidée par une autre commune? Et puis, en fait, un peu comme en montagne, une cordeille, si un tombe dans une crevasse, s'il peut être aidé par l'autre. Voilà, c'est un peu ce système-là. D'accord. Donc, votre rôle sera de vous occuper du Valais, mais le problème de l'eau, ce n'est pas qu'un problème valaisan, c'est un problème, on va dire, mondial en tout cas, mais là, pour la Suisse, j'imagine que forcément, il y a des collaborations qui sont faites avec les différents cantons, mais vous, votre rôle va être de gérer l'eau exclusivement au Valais, hein, c'est ça? Alors pour moi, ma tâche, c'est d'être le Valais. Par contre, c'est intéressant, parce que si on traverse une montagne, on arrive par exemple dans la vallée d'Ost, en Italie, alors eux, ils ont beaucoup d'avance sur nous, malheureusement, ou heureusement pour nous, c'est qu'ils ont 5 à 10 années d'avance sur des périodes qui sont un peu plus compliquées. Donc nous, on peut apprendre de leur part. Il y a plein d'autres endroits où je suis en contact avec, parce qu'il y a des délégués, il y a un délégué en Hollande, typiquement, il y en a des gars en Italie. En Europe, l'Europe va également avoir une personne déléguée à l'eau, ça va être une première. Et puis là, on s'échange des informations pour savoir, en fait, pour pas réinventer la roue. Il y en a d'autres qui ont passé là avant nous, donc nous, on va simplement recopier ce qui s'est passé. S'il y a un message à passer à monsieur et madame tout le monde concernant de l'eau, c'est peut-être avoir quelques réflexes pour éviter de faire ce qu'on appelle du gaspillage, tout simplement. C'est ça que vous avez peut-être envie de dire à monsieur et madame tout le monde, justement. Sur l'eau, on vit pas, comme je disais, on l'utilise des fois abondamment sans réfléchir. On ouvre le robinet, donc on se pose pas la question, en fait. Mais exactement. En fait, c'est très intéressant, parce que l'eau, elle est invisible quand on en a, et puis elle devient visible quand elle n'est plus là. Ouais, c'est ça. Donc, peut-être que les auditeurs qui nous écoutent, et qui nous voient, c'est peut-être aussi de se dire, chaque fois qu'on voit de l'eau, c'est de se dire, mais là, il y a des gens qui sont derrière, qui ont travaillé pour l'année là, donc je vais peut-être prendre un peu plus soin d'elle, peut-être en utiliser peut-être un peu moins, mais la regarder d'un regard un peu différent. Ah ouais. Ça va donner de la peine. Presque me faire oublier qu'il est 7 heures. L'invité du matin. Laurent, on va être mon invité ce matin, Monsieur O en Valais, c'est comme ça qu'on peut l'appeler? Vous êtes d'accord? Ou le délégué à l'eau. Délégué à l'eau, très bien. Pardon. Merci, monsieur le délégué à l'eau, d'être avec nous ce matin sur le plateau pour nous parler de la problématique de l'eau, enfin de l'organisation de l'eau aussi. C'est pas que de la problématique, évidemment, il y a plein de côtés aussi logistiques, organisationnels autour de cette tâche qui est la vôtre à partir de maintenant, enfin en tout cas depuis le 1er avril. Et pour l'été, il y a du pain sur la planche, on le disait tout à l'heure. Là, l'impact météo, tout ce qui se passe au niveau de la météo, qui est un peu déglingué, ça part un petit peu dans tous les sens, on ne sait plus trop si c'est l'hiver, si c'est le printemps, si c'est l'été, le lendemain ça change de toute façon, les hausses de température, les baisses de température, tout ça, ça agit effectivement aussi sur, j'imagine, sur l'eau et sur votre mission. Comment vous faites face à toute cette problématique aujourd'hui, notamment au Valais, Laurent Horvath? Alors, justement, on essaye de voir un peu quelles sont les prévisions de l'été et on se prépare au pire. Ouais.
Donc en étant préparé au pire, ça veut dire que si le pire arrive, au moins on est préparé. Donc c'est vrai qu'on a c'est soit tout ou rien. Hein. Avant on avait un été qui était il vivait un tout petit peu, tandis que maintenant c'est soit que c'est sec à moudre, soit qu'on a des orages qui sont vraiment destructeurs. Les orages, par exemple, les orages violents, ce qui se passe, c'est que quand vous avez des sources, vous avez l'eau qui arrive, qui pousse des déchets sur ces sources, et puis ensuite, quelques jours plus tard, on a justement des intrusions de bactéries qui vont... Donc, on doit être très prudent, notamment pour l'eau potable, pour être sûr qu'on n'a pas des infections. Donc ça, on se prépare à ça. Et puis, de l'autre côté, c'est aussi tous les dégâts qu'on peut avoir sur la nature. Hein. Donc, vous avez les inondations. Si on part du côté du sec, on a des incendies dans les forêts, ou bien on n'a pas assez d'eau, typiquement pour les agriculteurs, l'agriculture, qui, eux, ont besoin d'eau parce que, justement, quand il fait chaud, ils doivent irriguer. Et là, on doit pouvoir essayer de jongler entre tout ça, quoi. Donc, ça veut dire aider les agriculteurs pour donner des systèmes qui leur permettent d'irriguer plus facilement. Et puis, de l'autre côté, d'avoir des outils qui sont en préparation, si par exemple, on a la montagne qui nous tombe dessus. Voilà, alors la montagne qui tombe dessus, justement, ça m'amène à cette question. On a vu aussi qu'il y a eu des éboulements dernièrement. Est-ce que c'est lié à l'eau, tout ça aussi? Ou est-ce que c'est un phénomène qui est complètement différent? Est-ce qu'on arrive à savoir, finalement, si tout ceci fait partie d'un enchaînement de choses avec la nature qui est un peu déréglée en ce moment? Est-ce que ça joue un rôle? Alors ça, je ne saurais pas vous dire. Ça dépasse largement, je dirais, mes connaissances. Moi, je suis dans le domaine de l'eau, donc voilà. Bon. En ce qui concerne l'eau potable, aujourd'hui, on en a assez. On est de plus en plus, on est beaucoup. Durant les périodes fastes, que ce soit en hiver ou en été d'ailleurs, il y a beaucoup plus de monde qui est présent, en Valais notamment, en station. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de manque d'eau, justement, d'eau potable? Je parle d'eau potable. Alors pour l'instant, on arrive à gérer tout ça. Donc on arrive à gérer la quantité d'eau. Il faut savoir qu'en Suisse, on utilise 142 litres d'eau par jour. Hein. Une grande partie, c'est la douche et les toilettes. Et puis une petite partie pour la nourriture, donc une cuisson, etc. quoi. Donc on a moyen, comment dirais-je, de... C'est une moyenne importante quand même. Hein. Ah oui, on est parmi les grands consommateurs d'eau, je dirais. Mais on a les moyens de dire aux gens, voilà, s'il y a une restriction, est-ce qu'on peut consommer un peu moins? Donc ça, c'est faisable. Par rapport à nos voisins, est-ce qu'on est bon élève? Quel constat on peut faire aujourd'hui? Est-ce qu'on consomme plus que la normale? Et qu'est-ce qu'on a comme données aujourd'hui par rapport à ça? Ouais, c'est très intéressant, parce que quand on est dans l'abondance, donc on regarde pas, on va les yeux fermés. Par contre, dès que ça devient un peu plus compliqué, par exemple, si je prends le cas de Barcelone, ou bien il y a des villes en France maintenant qui ont quelques soucis, qui essayent aussi d'insérer des nouveaux systèmes, avec par exemple dans les périodes sèches, soit une rationalisation, soit une augmentation des coûts. Donc on est en train de regarder de manière très attentive ce qui se passe. Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche pas? Quel problème ça crée? Quel problème ça résout? Donc notre rôle, c'est de voir un peu ce qui se passe un peu partout, pour voir si le jour où ça nous arrive, voir ce qu'on peut avoir. Mais c'est clair que si par exemple vous allez du côté de Barcelone, les gens sont très sensibilisés là-dessus, ils font très attention. Ici, un peu moins parce qu'on n'a pas besoin aujourd'hui. Mais justement, je disais mieux vaut prévenir que guérir. Est-ce qu'on ne devrait pas commencer peut-être à y réfléchir un petit peu mieux? C'est très intéressant parce que de plus en plus les citoyens sont intéressés par cette question, ils nous appellent, ils nous posent des questions, puis ils veulent... Donc nous, notre rôle, c'est aussi de collecter des données et puis de les mettre à disposition des citoyens, comme ça ils peuvent avoir des données qui sont transparentes. On a un projet qui est très très intéressant, c'est parce que quand vous regardez toutes ces feuilles Excel de données, vous y comprenez rien, et moi non plus. Donc ce qu'on essaye, ce qu'on fait, c'est qu'on traduit ces chiffres en graphiques, que tout le monde puisse comprendre, que je puisse comprendre, que tout le monde puisse comprendre. Comme ça, on peut dire, voilà la situation où elle en est aujourd'hui, et puis est-ce que ça vaut la peine de prendre des mesures ou pas? Vous avez une tâche bien passionnante, là. Ah oui. J'imagine, on voit que ça vous éclate, en tout cas. Oui, exactement, oui. Et finalement, tous ces soucis, toutes ces problématiques, toute cette logistique, ça va être facile pour vous? Ça coule de source? Alors j'espère. Oui, non, mais c'est passionnant. C'est passionnant parce qu'il y a beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup de besoins aussi d'impulsion, des nouvelles technologies, aussi des jeunes qui arrivent avec des nouvelles idées, et puis de voir aussi avec la génération un peu plus âgée toute l'expérience, et c'est aussi de ce transfert d'expérience entre les personnes qui vont partir à la retraite et les nouveaux qui arrivent. Donc là, on a des filles qui sont intéressants, mais c'est absolument passionnant.
Bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Laurent Horvath aujourd'hui alors pour cette mission qu'est la vôtre, monsieur délégué à l'eau en Valais et qui on le disait, qui va devoir remonter les manches parce qu'il y a pas mal de choses à faire. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, je ne veux pas le souhaiter pour moi, mais j'espère, si j'avais une baguette magique, en fait, que tous les acteurs de l'eau, on arrive à trouver des solutions qui sont intelligentes, de gouvernance de l'eau qui sont intelligentes, et puis de revenir un peu à ce que faisaient nos parents, où on pouvait discuter, où on pouvait travailler ensemble, où on pouvait trouver des solutions ensemble. On le fait déjà maintenant, mais encore mieux, pour qu'on ait, je dirais, du sommet du Valais, en bas du Valais jusqu'à Bouvray, qu'on ait de l'eau potable pour tout le monde. Ouais. Peut-être un petit peu moins dans le futur, mais qu'on ait de l'eau potable pour tout le monde, et puis qu'on ait de l'eau à disposition pour tous les acteurs de la chaîne de l'eau. Ouais. On a oublié certaines choses ces dernières années, on revient un petit peu à ce qui se faisait à l'époque. C'est fascinant de voir l'intelligence qu'avaient nos aïeux, qu'on a oublié et qu'on revient chercher ce qu'ils avaient fait. Balance ton sport. Épisode 1 des aventures Tour de Romandie, puisque toute la semaine avec Léo de Garrigue, on va vous proposer de vous plonger autour de l'univers et de la caravane du Tour de Romandie. Des arrivées au sommet, un prologue et des possibilités pour les sprinteurs. Le tracé du Tour de Romandie 2024 s'inscrit dans la pure tradition des éditions précédentes. Pascal Bertschy, directeur technique, est votre invité. Léo de Garrigue, vous avez eu l'occasion de le rencontrer. Oui, c'est lui qui, avec son père, est responsable du tracé du Tour de Romandie, tout simplement. Un tracé qui, cette année encore, sera fidèle à l'ADN de la course. Mais cet ADN, comment la qualifier? Réponse de Pascal Bertschy. L'ADN, c'est toujours un parcours assez complet pour que tout le type de coureurs, toutes les qualités des coureurs trouvent un peu bonheur chez nous. En général, on fait toujours un prologue. Ça commence par un prologue. Ensuite, on a toujours une ou deux étapes un peu casse-pattes, mais pas trop dures non plus, qui est assez propice à des échappées. Il y a des baroudeurs, mais qui peut quand même arriver au sprint tout d'un coup. Et puis ensuite, on a un contre-la-montre en général qui se passe le vendredi. Et puis après, on a l'étape de montagne, en général le samedi, où en général se joue en général le classement final. Pourquoi on la met pas plus vite? Justement pour pas tuer non plus l'attrait du tour, l'attrait sportif du tour. Et puis le dimanche, c'est plutôt une étape en général réservée aux sprinteurs, mais rien n'était inscrit dans le marbre. On a eu fait des contre-la-montre aussi en côte le dernier jour, etc. Donc on imagine qu'il y aura des moments à ne manquer sous aucun prétexte. Oui, forcément, on a directement les yeux tournés vers l'étape de samedi, l'étape Rennes qui mènera les coureurs jusqu'à Lézin après un passage par Rovrona notamment, mais le Tour de Romandie se jouera à plein d'endroits différents. S'il fallait n'en retenir que 3, lesquels seraient-ce? Réponse de Pascal Bertschy. Ouais, je pense pour le spectacle, le prologue à Payerne va être un truc incroyable. Vraiment très dynamique, très technique, avec certains points dans la ville pour le public où ils pourront les voir passer sous eux, dessus et puis vers l'arrivée. Enfin, ça va être vraiment spectaculaire. L'étape de montagne, automatiquement, l'arrivée et la montée finale sur Lézin et la montée sur Salvan le mercredi déjà, où là, l'idée, c'était de construire un parcours où on peut avoir le maximum de coureurs qui arrivent au pied de cette dernière ascension finale ensemble, pour qu'il y ait vraiment une bataille, et ça va montrer extrêmement vite les 8 derniers kilomètres. Donc je pense que ça va être les 3 points, je pense qu'il ne faudra peut-être pas louper. Ouais, ça ne doit pas être simple d'être responsable du tracé du Tour de Romandie. Forcément, des déçus. Oui, c'est ça. C'est une tâche ardue que de visiter un maximum de cantons tout en jouant avec les contraintes imposées par les instances. Pascal Bertschy connaît toutes les routes de Suisse romande. Il nous explique les coulisses de son travail de directeur technique. En général, on a notre directeur Richard Chassot qui nous donne les villes-étapes. Départ, arrivée, et puis nous on construit après le parcours d'après un peu tous ces critères que j'ai expliqués avant. Les routes en Romandie, c'est grand la Romandie, mais à la fois c'est assez restreint parce qu'on a quand même certaines normes, critères UCI international World Tour à respecter, notamment par rapport à la largeur des routes. En Suisse, on a des contraintes qu'on ne pourrait pas passer, stopper une sortie d'autoroute, un risque d'engorgement sur les bandes d'arrêt d'urgence, donc on doit les éviter aussi, les passages à niveau dans les 50 derniers kilomètres pour ne pas forcer la course. On peut passer des passages à niveau si on a la garantie qu'ils restent ouverts, mais voilà, donc il y a certaines contraintes, et puis tout ça fait qu'au final, il y a des routes qu'on prend extrêmement souvent, pas parce que on veut le truc un peu ennuyeux et tout, mais c'est parce qu'on n'a pas le choix.
Sur 6 jours de course, il y a forcément des recoins magnifiques, des lieux auxquels on ne pense pas. Hein. Oui, et c'est pas simple de passer par ces chemins de traverse qui font la richesse de notre région. Pascal Berchi nous explique les contraintes auxquelles il fait face et finit par nous conseiller un endroit bien sympa pour aller voir les coureurs cette année. Encore une fois, on va pas pouvoir réinventer non plus la Romandie. Les routes, elles sont connues. Il y a toujours des gens qui me parlent souvent, tu connais cette montée? Oui, on les connaît toutes, mais pour des raisons techniques, elles sont pas possibles à faire. Donc voilà, puis après c'est vrai qu'on doit mettre aussi en valeur avec ce qu'on va traverser. Là on sait qu'on a la télé en direct la dernière heure et demie, donc l'idée c'est que si on peut passer des beaux endroits, dégagés avec des vues et tout la dernière heure et demie, on va profiter de le faire pour mettre en valeur justement ce patrimoine. Donc on construit un peu aussi le parcours en fonction de ça. On sait que si on arrive dans une forêt, les 5 derniers kilomètres pour la télé, ça va pas être terrible parce qu'on va pas pouvoir filer depuis l'hélicoptère, etc. Donc voilà, il y a plein de critères comme ça, mais j'ai envie de dire, c'est vrai qu'un beau viaduc, un beau tunnel, je pense aux pyramides de Zeyne quand on passe peut-être en Valais, ou il y a des endroits comme ça qui sont magnifiques. Ouais. Ouais, c'est pas si simple, il faut penser à plein de choses. Hein. Merci pour ce sujet, Léo de Garrigue. On rappelle que c'est la 77e édition du Tour de Romandie et que ça commence aujourd'hui et c'est à Payerne, hein, c'est ça ? Exactement, c'est à 14h50 précise que le premier coureur prendra le départ du prologue de Payerne. Ce sera le Suisse Luca Geni. Le plateau est magnifique cette année avec Adam Yates, Egan Bernal ou encore Juan Ayuso. On va se régaler et on se retrouvera tous les matins jusqu'à vendredi inclus pour un sujet sur le Tour de Romandie dans Balance ton sport. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Bonjour Thomas Lécuyer. Bonjour Philippe. Comment ça va ? Bon, ça va moyen. Merci d'être là quand même si ça va moyen. Je pense qu'il fait froid, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Puis vous avez vu les infos ? On va passer une année difficile, une année très difficile. Ah bon ? Mais oui, c'est aussi le titre du dernier film. Mais attendez, avant ça, on va quand même parler du programme, si vous voulez bien, de ce qui nous attend ce matin. Kevin MacDonald sera en interview tout à l'heure. Vous avez eu l'occasion de rencontrer cette grande personnalité du cinéma. On va en parler également avec un des films qui est à l'affiche des sorties cette semaine. Et puis, Gisèle Giannuzzi également sera l'invitée ce matin de Mardi Cinéma. Oui, programmatrice du cinématographe à Lausanne. Voilà. Donc, une année difficile, vous disiez. C'est déjà une journée compliquée qui commence mal. Oui. Si en plus de ça, vous êtes en train de nous dire que c'est une année difficile, alors là, on n'est pas sorti de l'auberge. C'est le titre du dernier film du duo Toledano-Nakache, à qui on doit notamment Intouchable. Alors, ce film raconte l'histoire d'Albert et Bruno, deux losers surendettés en bout de course qui décident d'intégrer un mouvement d'activistes écolos, plus motivé par les bières et les chips gratuites que par la lutte contre le climat. Si je vous parle de ce film qui est sorti il y a 6 mois au cinéma, eh bien c'est qu'il sera à découvrir en exclusivité sur Canal+ dès le mois d'avril, et ça a été un de mes grands coups de cœur de l'année 2023. Ce film, Éric Toledano et Olivier Nakache font carton plein avec cette comédie sociale où il y a beaucoup de clairvoyance, de tendresse, d'humour, d'impertinence. On rit souvent aux éclats, on se questionne, on est touché, on a envie d'agir aussi en sortant de ce film, on a envie de se dire comment on va faire pour changer les choses, et on est heureux de voir la société peut aussi être comme ça. Une très jolie comédie à découvrir sur Canal+. On passe à trappe ou pas à la trappe, mais... Oui, le dernier film de M. Night Shyamalan vient de sortir, en tout cas sa bande-annonce vient de sortir, et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça promet d'être un thriller plein de tensions, aux nombreux twists, comme d'habitude chez le réalisateur du 6e Sens et de The Village. Philippe, moi, The Village, c'est un film qui est sorti il y a quelques années déjà, et je crois que c'est le film qui m'a fait le plus sauter de mon fauteuil au cinéma. J'ai été terrorisé par ce film. Shyamalan est très 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 fort dans cette bande-annonce assez incroyable de The Trap. On découvre Josh Hartnett qui amène sa fille, qui joue le rôle d'un père de famille, qui amène sa fille voir le concert de sa pop star préférée. Un petit problème dans cette immense salle de spectacle qui est cernée par les forces d'intervention. La police et le FBI sont à la recherche d'un tueur en série qui serait dans cette salle de concert pendant le concert. Il semblerait que le tueur en série soit le papa en question, le héros du film, qui emmène sa fille voir ce concert. Mais non! Si, ça a l'air juste incroyable, je vous jure. Vous regardez la bande-annonce, vous avez déjà le cerveau retourné. Le film va sortir cet été en Suisse, et moi j'ai très très hâte. Bon, très bien. On va parler de Frank Sinatra. Et oui, Martin Scorsese va retrouver son acteur fétiche Leonardo DiCaprio pour un biopic sur Frank Sinatra. L'acteur va jouer évidemment le grand crooner. On apprend aussi que la divine Jennifer Lawrence sera aussi de la partie. Elle jouera Ava Gardner, la seconde épouse du chanteur et surtout actrice mythique.
Alors ce film, c'est un projet que le roi Scorsese développe depuis plus de 10 ans, très très compliqué à monter, notamment à cause des conflits et des confrontations avec la succession de Frank Sinatra, et notamment sa fille Tina Sinatra, qui n'a pas encore donné son accord pour le tournage de ce film, mais bon, le casting est annoncé, Scorsese a dit « moi je m'en fiche, je commence à tourner à l'automne », donc on espère vraiment que ce film verra le jour. Leonardo DiCaprio dans la peau de Sinatra, ça va swinguer. Ça va swinguer, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. Très bien, merci pour ces news cinéma de la semaine. On passe au film que vous aurez l'occasion de pouvoir peut-être vivre dès demain dans les salles obscures avec Frères. Oui, une incroyable histoire vraie à découvrir dès demain au cinéma, celle de Michel et Patrice de Robert qui ont vécu pendant 7 ans cachés dans une forêt alors qu'ils étaient âgés de 5 et 7 ans après que leur mère les ait abandonnés. Alors cette histoire hallucinante se passe en 1948 en France. L'histoire est totalement vraie. Ils vont vivre cachés 7 ans dans la forêt, loin de tout, subvenir à leurs propres besoins, construire un abri, se fabriquer des vêtements, manger des racines, des insectes, apprendre à chasser. Faut imaginer 2 enfants de 5 et 7 ans. L'histoire est adaptée sous la forme de fiction par Olivier Casas, avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal dans la peau des 2 frangins devenus adultes et qui se souviennent de cette aventure hors du commun. Ça sort demain. Et ça a l'air très très bien, effectivement, Seul dans la forêt. On passe à N'avoue jamais. Oui, à découvrir aussi demain en salle la nouvelle comédie d'Yvan Calberac avec le couple André Dussolier et Sabine Azima qui ont des petits secrets inavouables après 50 ans de mariage. Alors François Marceau est un général à la retraite, il est encore fou d'amour pour Annie, mais il découvre qu'Annie l'a trompé 40 ans plus tôt. Son sang de général ne fait qu'un tour et afin de laver son honneur, une seule solution, la quitter et partir manu militari retrouver Boris, l'ancien amant joué par Thierry Lhermitte, pour lui casser la figure. Mais à son âge, et malgré tout le soutien de l'armée française, l'affaire n'est pas si simple. Une comédie sentimentale et burlesque avec un couple qu'on aime voir au cinéma, André Dussolier et Sabine Azima. C'est un couple de cinéma magnifique. Très bien, et c'est à voir aussi donc dès demain. Et puis on passe au dernier film, presque dernier film. Oui, avant de passer au top et au flop de la semaine, je voulais vous parler de High and Low, le passionnant documentaire sur le styliste britannique John Galliano. Alors ce film, signé Kevin MacDonald, que nous recevrons tout à l'heure en interview, retrace l'ascension et la chute de l'ex-designer star de Dior, qui avait révolutionné la haute couture entre la fin des années 90 et le début des années 2010. Un scandale lié à des propos antisémites et racistes qu'il a tenus en public lors d'une de ses nombreuses nuits d'excès en tout genre provoquera sa chute et sa condamnation. Il y a même eu un procès. Le réalisateur Kevin MacDonald revient sur cette destinée incroyable et il a signé de nombreux documentaires, notamment un magnifique sur Bob Marley, un autre sur Whitney Houston. C'est un film passionnant, l'anatomie d'une chute et la quête d'une impossible rédemption. On en parlera tout à l'heure avec lui. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Avec Thomas Lécuyer qui va nous parler de son top flop. Mais avant, je tiens quand même à vous dire que ce soir, si vous allez à Cinétoile, par exemple, qui est notre partenaire de l'émission, vous aurez l'occasion de pouvoir suivre le match du LHC. Parce que vous savez que ça va être complet, blindé, c'est de la folie. Comme quoi, au cinéma, vous pouvez... Ce n'est pas du cinéma, c'est du réel, mais ils vont diffuser les matchs, évidemment, à Cinétoile ce soir, vu que c'est complet à la Vaudoise Arena. Oui, donc, la possibilité pour vous de vous rendre directement à Cinétoile, c'est juste à côté. Comme ça, vous serez dans l'ambiance. Ouais, un bon match de sport, c'est aussi haletant qu'un bon film de cinéma. Donc c'est bien quand les deux sont mélangés. Mais oui, c'est la preuve avec le coup de cœur. Super crédible. Si, c'est la preuve avec le coup de cœur de la semaine. Mais si, c'est sincère ce que je dis, Philippe. En tout cas, moi, le sport au cinéma, j'adore. Ouais. C'est jeu 7 et match pour Challengers, le dernier film de Luca Guadagnino qui emporte tout sur son passage. C'est un brillant morceau de cinéma dans lequel tout, la mise en scène au cordeau, le montage nerveux, la musique électronique et addictive signé Trent Reznor et Atticus Ross, le casting hyper sexy, absolument tout est au service d'une histoire brillamment écrite et savamment racontée. Un gros coup de cœur pour Challengers, vous l'aurez compris. Le suspense est aussi addictif que dans une finale de Grand Chelem avec cette variation sportive et romanesque qui nous entraîne à un coup de flashback dans un étourdissant ménage à 3 entre 2 joueurs et une joueuse, tous promis à un avenir radieux au classement ATP. Alors Philippe, c'est bien plus qu'un film sur le sport, Challengers. Le tennis devient une affaire d'honneur, un duel à la vie, à la mort entre
Les deux jeunes hommes auparavant amis et qui vont se déchirer pour la même jeune femme. Alors la jeune femme en question c'est Zendaya et comme ils disent dans le film, qui ne serait pas amoureux de Zendaya, qu'on soit garçon ou fille d'ailleurs en l'occurrence. Zendaya emporte tout sur son passage dans ce film et le réalisateur de Call Me By Your Name filme toujours aussi bien la montée du désir, la passion naissante, les jeunes amants qui brûlent d'une fiévreuse jeunesse et les corps en ébullition. C'est très sensuel, c'est bourré de suspense, parce que la fièvre du désir ici, eh bien, elle se mêle à celle encore plus addictive de la performance et de la compétition. Bref, une grande réussite à découvrir dès demain dans les salles. Et c'est le top, c'est votre top de cette semaine. Quand on parle de top, on peut aussi parler de flop, et là on passe à Back to Black. Mais oui, on est déçus par ce biopic consacré à Amy Winehouse, un très attendu. Eh bien, c'est un peu comme le One Love consacré à Bob Marley. C'est un biopic pavé de bonnes intentions, mais forcément décevant. Alors pourquoi forcément décevant, oui, pourquoi Philippe ? Eh bien, voilà la raison. Si on prend un réel plaisir à écouter les morceaux de la diva jazz et soul disparus trop tôt, et si les performances vocales de l'actrice Marisa Abela sont assez impressionnantes, puisqu'il apparaît que c'est elle qui chante vraiment dans le film, deux problèmes demeurent. Alors le premier problème, c'est le côté concours de sosie, parce qu'effectivement, on a un peu l'impression de vous regarder un concours de sosie digne d'une soirée carnaval. La performance est réussie, mais il n'y a pas d'âme, il n'y a pas de fond, elle n'est pas habitée cette performance. Ensuite, comment est-ce qu'on peut retranscrire à l'écran, sous l'angle de la fiction, l'intensité d'un destin si promptement brûlé? Comment est-ce qu'on peut filmer l'indicible, qu'il s'agisse de la grâce et du groove incroyable d'Amy Winehouse, de sa créativité incroyable, mais aussi du feu qui l'a brûlé à l'intérieur d'elle-même et qui l'a autodétruite littéralement? Il y a eu un documentaire magnifique signé Asif Kapadia qui s'appelle Amy, qui dure 3 heures et qui a tenté avec succès en 3 heures de résoudre cette équation. Ça lui a d'ailleurs valu un Oscar. Mais ici, dans le film Back to Black, tout est expédié un peu vite. C'est de la psychologie de comptoir. Alors, façon Instagram, on plie ça en 2-3 scènes sur l'héritage du jazz, la place du père, le deuil du modèle. Alors ça y est, la grand-mère qui meurt, ça explique plein de choses. Le mec toxique. Enfin, c'est vraiment que des petits raccourcis. Il n'y a rien de profond. Et cette artiste magnifique qui est morte à 27 ans et qui a consumé sa vie dans tous les sens du terme aurait mérité, je pense, plus de profondeur dans le traitement de son histoire, parce que c'est un ange noir très complexe, Amy Winehouse. Alors en attendant, on peut regarder le documentaire et surtout écouter sa musique. Bon, d'accord, dommage. Bon, voilà, ça sort quand même cette semaine. Ça sort demain. Mais c'est décevant. Allez vous faire votre propre avis quand même, parce que... Oui, allez voir Challengers. Allez voir Challenger. Allez voir Challenger et puis Back to Black si vous voulez, il n'y a pas de souci. Mais si vous êtes fan, il faut voir quand même. Bien sûr, voilà. Ouais. C'est mieux de voir le documentaire. Ah, bon, d'accord, très bien. Merci Thomas Lécuyer. On va parler du titre de la semaine. Allez. Vous avez choisi Jimmy Cliff, Hakuna Matata. Oui, on va pas se fâcher. Oui, on va pas se fâcher pour ça, Philippe. Il n'y a pas de problème, comme on dit en Swahili. Hakuna Matatizo, c'est l'expression Swahili qui veut dire il n'y a pas de problème. Alors cette expression, on l'a d'abord entendue dans la chanson Jambo Bwana de Boney M, sortie en 1983, mais c'est surtout la devise de Timon et Pumba, les deux meilleurs amis de Simba, dans le chef-d'œuvre de Walt Disney sorti en 1994, Le Roi Lion. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Soit il y a un problème et tu as une solution, donc il n'y a plus de problème. Soit tu as un problème et tu n'as pas de solution, alors ça sert à rien de t'en faire, puisque tu ne peux rien y faire. D'accord. C'est un bon mojo, c'est mis en musique par Elton John, c'est chanté par Jimmy Cliff, et c'est à écouter tous les matins pour se rendre la vie plus facile. Alors tous les matins, peut-être pas, mais en tout cas ce matin ça fait du bien. Hakuna Matata, c'est ce qu'il s'est dit en vélo quand il est venu ce matin bosser et qu'il se gelait les... il a dit Hakuna Matata, tout va bien. Allez, voici Jimmy Cliff, Hakuna Matata, et on se retrouve dans un instant avec Thomas Lécuyer, tout de suite.
shallow you. Cool from reflection, I was never that good. I was a pawn in the game, I saw no trees for the wood. A future sits behind me, I was over the hill. I put my best foot forward, but the other one stood still. Take my word, I have heard all that I needed was to have heeded. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Hakuna Matata, it ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. No, no, it's a problem-free philosophy. Hakuna Matata, Hakuna Matata, Hakuna Matata. Oh, I hope we have conveyed. You don't have to bust, cut in the sun, it's much cooler in the shade. Some say it's just a waste of time. They don't realize that view is nothing but a crime. We are creatures worldly wise. Hakuna Matata, what a wonderful phrase. Yes, Hakuna Matata, it ain't no passing craze. It means no worries for the rest of your days. It's a problem-free philosophy. Hakuna Matata, Hakuna Matata. Mardi Cinéma avec Thomas Lécuyer. Mardi Cinéma, nous nous rendons au cinématographe, au casino de Montbenon, à Lausanne, avec notre invitée ce matin, Gisèle Giannuzzi. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Merci d'être avec nous ce matin. Oui, Philippe, le cinématographe, c'est cette petite salle mythique située au casino de Montbenon, longtemps exploitée par la Cinémathèque suisse et qui est à reprise il y a un mois par un quatuor bien décidé à promouvoir les diversités et à défendre le cinéma indépendant. Gisèle Giannuzzi, bonjour. Alors, est-ce que cette introduction vous convient à la mise en avant des diversités et la défense du cinéma indépendant ? Est-ce que c'est deux qualités pour définir votre salle qui vous conviennent ? Bonjour, merci de me recevoir. Oui, ça nous tient à cœur, à toute l'équipe, de valoriser le cinéma indépendant, mais surtout de mettre en avant des contenus qui puissent parler au plus grand nombre, avoir un panel le plus large possible de spectatrices. Et ça passe aussi par donner la voix, disons, de programmer des films qui soient réalisés par des personnes aussi dont les voix sortent peut-être des normes et qui ont différentes choses à mettre en avant. Vous formez une équipe de programmation avec Faye Cortesi et Alice Riva. Comment est né ce trio de programmatrices et surtout ce projet de reprise de cette salle ? Comment vous êtes arrivé à reprendre cette salle ? Alors on a commencé par travailler en binôme, deux binômes qui se connaissaient individuellement. Et c'est une amie en commun qui nous a fait nous retrouver. Et on s'est rendu compte à ce moment-là, non seulement qu'on partageait des visions similaires sur la façon de reprendre l'exploitation d'un cinéma, mais aussi qu'on avait des compétences et des envies complémentaires pour ce projet. Et c'est comme ça que s'est construit l'équipe. Et on a travaillé depuis l'appel à projet lancé par la ville en printemps dernier, plusieurs mois sur le dossier d'exploitation, sur le projet culturel, pour finalement reprendre le cinéma qui a ouvert le 20 mars dernier. Oui, il y a tout juste un mois, le cinéma a rouvert. Est-ce que la proposition de programmation, du coup, va être essentiellement pointue, réservée aux cinéphiles, ou est-ce que vous allez aussi tendre vers le grand public avec des propositions plus accessibles ? Alors, on veut une programmation qui s'adresse aux cinéphiles, mais au sens très large, c'est-à-dire toute personne qui aime le cinéma, qui a envie de découvrir des films, qui a
aurait sa curiosité titillée par tel ou tel sujet, par telle ou telle réalisatrice. Donc on n'a pas envie d'une programmation qui soit niche. C'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on a des films plus larges, plus grand public, mais sans mettre de côté ce qu'on estime être des sujets importants, des sujets de qualité. Je pense notamment au film Levante de Lila Alla qu'on a actuellement en salle et encore pendant en tout cas une semaine. Dépêchez-vous de venir le voir. C'est un film qui aborde un sujet politique important, le droit, le non-droit à l'avortement au Brésil. Et c'est un film magnifique, très coloré, avec des musiques très pop, qui parlent de sororité, d'adelphité et de courage aussi. Oui, alors c'est vrai que vous proposez à l'affiche plusieurs propositions très fortes. Vous avez évoqué Levante de Lila Alla. Il y a aussi le bouleversant documentaire de Christine Angot, Une famille. Il y a les Chroniques de Téhéran actuellement à l'affiche d'Ali Asghari. On a l'impression qu'il y a une proposition de cinéma militant, engagé en tout cas, activiste. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut faire bouger les choses quand on regarde un film? Est-ce qu'on peut changer des mentalités, des esprits? Est-ce qu'on peut faire réagir la société avec le cinéma? Je pense en tout cas que le cinéma fait partie des choses qui peuvent forger, construire, faire bouger nos imaginaires. Et c'est aussi en ça qu'on compte sur des films qui sont engagés, qui ont des choses à dire et avec des réalisatrices qui ont peut-être des voix multiples et issus parfois de minorités. Oui, vous avez mis notamment à l'avant pour votre début de programmation la cinéaste Eleni Naveriani, prix du meilleur film suisse de l'année avec Blackbird Blackberry. Vous en profitez aussi pour proposer son film précédent, Wet Sand. Qu'est-ce qui vous a séduit, qu'est-ce qui vous fascine dans le cinéma d'Eleni Naveriani? Alors, les trois que nous sommes à la programmation, on a vraiment un grand amour pour le cinéma d'Eleni Naveriani. Je pense que ce qui me touche particulièrement, c'est le fait que ce soit des personnages marginalisés, souvent solitaires, qui soient mis en avant avec beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse, et aussi que les personnages qui de base sont souvent isolés fassent corps et se solidarisent entre personnes marginales pour finalement faire un peu bouger les lignes dans des milieux qui peuvent être hostiles, violents, difficiles. Je pense notamment dans le film Wet Sand que je vous recommande vraiment de voir, à l'homophobie vraiment dévastatrice qui est omniprésente dans le village géorgien dans lequel se passe le récit. Eh bien, les personnages se solidarisent et finalement il y a quelque chose de très beau qui se passe et il y a même une grande lueur d'espoir. C'est en ça que, en tout cas, le cinéma d'Eleni a la capacité, je pense, de donner de l'espoir là où ça peut être très sombre et très difficile. Alors Blackberry, prix du cinéma suisse 2024. Alors c'est un film sans acteur ni actrice suisse, réalisé par une personne cinéaste géorgienne et tourné en Géorgie. Face à lui, il y avait Bison de Pierre Monard, La Voix royale de Frédéric Mermoux, L'amour du monde de Jane Haas ou Laissez-moi de Maxime Rappa, des propositions fortes de cinéma suisse qui se passe en Suisse avec des acteurs et des actrices suisses. Est-ce que ça vous chiffonne pas un peu? Moi personnellement, ça m'a un petit peu chiffonné. En effet, il y avait des belles propositions, il y avait plein de beaux films en compétition cette année. Comme vous le savez, mais on a tendance à l'oublier, un film, c'est toute une équipe qui est composée de spécialistes son, spécialistes lumière, de monteuses, de productrices. En l'occurrence, dans le film réalisé par Eleni Naveriani, on a une monteuse suisse, on a une coproduction suisse et plein de personnes qui ont participé et de manière qui n'est pas des moindres au film qui sont suisses. Il faut aussi rappeler qu'Eleni a fait ses études à Genève, à la Aide. C'est une personne qui vit en grande partie en Suisse et qui a une forte attache au pays, donc je ne remettrai pas forcément en question le prix remporté par son film qui est absolument magnifique, qui fait preuve de courage en montrant la sexualité d'un personnage âgé de 50 ans de manière douce et magnifique. C'est un film qui parle d'amour et d'autodétermination, que je vous encourage aussi à venir voir au cinématographe. Et puis Thomas Hakuna Matata.
Mais oui, merci Gisèle Giannuzzi. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Et, alors, les horaires des projections pour le cinématographe, justement, pour celles et ceux qui désirent venir, où c'est qu'on peut avoir toutes ces infos ? Alors, vous trouvez toutes les informations sur notre site internet, lecinématographe.ch. On a aussi une page Instagram et Facebook qui est mise à jour très régulièrement. Vous le trouvez sous le même nom. Et par rapport aux horaires, on a ouvert tous les jours, le mercredi, le samedi et le dimanche à 15h déjà, et les autres jours à 18h et à 20h30. On a des séances tous les jours. Vous avez gardé les mêmes horaires que la Cinémathèque, c'est très bien. Presque. Oui, Presque. Probablement. Presque. Ouais. Tout à fait. Prenez soin du cinématographe alors. Et à très bientôt. J'en prends bien soin et l'équipe aussi. Merci beaucoup. Mardi Cinéma. Avec Thomas Lécuyer. Et notre deuxième invité de ce matin est le réalisateur britannique Kevin MacDonald qui signe Hilo, qui est un des films que vous nous avez présenté ce matin. Oui, un excellent documentaire sur John Galliano à découvrir dès demain en salle. Kevin MacDonald, un grand réalisateur de documentaires, mais aussi de films de fiction mémorables. Il a signé Le Dernier Roi d'Écosse en 2006, notamment Jeu de pouvoir en 2009 ou encore Désigné coupable en 2020 avec Tahar Rahim dans la peau d'un homme injustement détenu à Guantanamo. Dans High and Low, Kevin MacDonald raconte l'ascension, la chute et la quête de rédemption d'une icône de la mode, le styliste John Galliano, après ses nombreux dérapages racistes et antisémites qui lui ont valu d'ailleurs un procès. Alors qu'est-ce qui l'a attiré dans ce sujet plutôt délicat et surtout comment l'a-t-il abordé ? Rencontre. Je pense que lorsqu'on réalise un documentaire sur une célébrité, en particulier une célébrité qui a fait quelque chose de très controversé, il y a toujours un objectif pour elle et un objectif pour vous en tant que réalisateur. Qu'est-ce qu'ils veulent en tirer ? Qu'est-ce que vous en attendez ? Il est évident que moi je voulais faire un film honnête et intéressant sur une personnalité fascinante et sur cet incident antisémite qui l'a rendu tristement célèbre. Pour lui, je pense que ce qu'il voulait, c'était que les gens le comprennent mieux. Il sait que tout le monde ne lui pardonnera pas ce qui s'est passé, mais il veut que les gens comprennent pourquoi c'est arrivé et qu'ils apprécient tout ce qu'il a fait auparavant. Disgraced fashion designer John Galliano is in court today facing charges of anti-Semitic behavior. Je ne connaissais rien à la mode quand je me suis engagé dans cette affaire. En fait, ma femme a trouvé ça très très drôle que je fasse un film sur la mode, car je suis vraiment la dernière personne concernée par le sujet. Mais j'ai appris à apprécier la mode, j'ai appris à l'apprécier en tant que forme d'art, en tant qu'expression d'un moment culturel. Ça m'a vraiment beaucoup apporté. Je pense aussi que j'ai réalisé que John était vraiment un artiste, car il y a beaucoup de débats dans le monde de la mode. Est-ce de l'artisanat ? Est-ce que c'est de l'art ? Je suis arrivé à la conclusion que John est vraiment un artiste parce que les vêtements sont vraiment l'expression de choses très profondes et complexes. John was the best of his generation. I have a very strong statement to make. All of a sudden, fashion was like rock and roll. Je pense que nous vivons actuellement dans une société qui peut être très très critique et impitoyable avec ce que l'on appelle aujourd'hui la cancel culture. Je pense qu'à l'époque de la religion, lorsque beaucoup de gens étaient religieux, elle offrait un outil de pardon. On se rachetait en récitant quelques prières ou en se confessant. Mais aujourd'hui, on ne sait plus très bien si on fait quelque chose de socialement tabou, comment obtenir le pardon de la société. C'est l'une des grandes questions que je me suis posée, que je pose dans ce film. Ce film, il n'essaye pas de vous dire « Oh, vous devez penser comme cela », vous devez pardonner à John Galliano, il devrait être pardonné, il mérite le pardon. Non, moi je vous présente les preuves, et si vous choisissez de lui pardonner, c'est une affaire personnelle. Il faut se faire sa propre idée en fait. J'ai filmé le film de manière à ce qu'il vous regarde directement en gros plan. John Galliano regarde la caméra. Vous pouvez donc vraiment le regarder dans les yeux et vous faire votre propre opinion sur lui. Yeah, I'm going to tell you everything. Hilo à voir donc dès demain dans les salles obscures. Voilà les confessions de John Galliano. Alors je l'ai dit tout à l'heure, Kevin MacDonald, c'est un grand réalisateur de documentaires dont certains ont inspiré des fictions par la suite.
Alors on a parlé du biopic raté sur Amy Winehouse qui sort demain sur les écrans, et du coup j'ai demandé à Kevin MacDonald si dans le fond il ne valait pas mieux faire un bon documentaire qu'un mauvais biopic. J'ai réalisé 3 documentaires qui, d'une manière ou d'une autre, ont été transformés en films de fiction. J'ai réalisé Un jour en septembre, qui est à l'origine du film Munich de Steven Spielberg, sur les Jeux Olympiques de Munich et tout ce qui s'en est suivi. J'ai fait un film sur Whitney Houston, qui a ensuite été transformé en biopic sur Whitney Houston. Et puis j'ai fait un film sur Bob Marley, qui est aussi devenu un biopic sur Bob Marley. Je pense que les vies réelles sont beaucoup plus intéressantes dans les documentaires. Vous ne pouvez pas vraiment mettre en richesse la complexité d'une existence, d'une vie, d'un destin dans la forme simple d'une fiction. Enfin, c'est ce que je pense. Eh bien voilà ce qu'on peut dire sur ces biopics-là. Vous êtes un peu énervé contre ce biopic de Amy Winehouse, quand même. Ouais, je trouve que ce que dit Kevin MacDonald est assez juste, et je vous invite à redécouvrir ces documentaires fascinants, et notamment High and Low, John Galliano, qui sort demain sur les écrans.